Mesdames et messieurs, bonsoir et merci de nous retrouver pour ce nouveau rendez-vous de votre émission Surface de vérité. Dans le fauteuil blanc, je reçois pour vous un Italo-Burkinabé. C'est un homme très actif de la diaspora. Il est membre fondateur de l'association des Burkinabés de la diaspora Diafaso. Il est manager général, membre fondateur de la New Call System SARL, basé à Bologne, en Italie. C'est M. Madi Sakandé que nous recevons. Bonsoir. Bonsoir, monsieur. Merci de répondre à notre invitation. Merci à vous. Et comme je l'ai dit, vous êtes un Burkinabé de la diaspora très actif. Vous êtes Italo-Burkinabé, général manager et membre fondateur de la Nicole System basée à Bologne en Italie. Vous êtes formateur et coordinateur de l'Institut italien pour la certification des techniciens et des entreprises opérant dans le secteur du froid sur la norme européenne. Vous êtes expert en réfrigération pour la conservation des denrées alimentaires, membre de l'association italienne des techniciens du froid, membre de l'association européenne des techniciens du froid également, plusieurs fois primé meilleur entrepreneur africain en Italie. Vous êtes consultant expert pour l'ONUDI, l'Organisation des Nations Unies pour le développement industriel. Et vous êtes, comme je l'ai dit, membre fondateur et trésorier donc, de l'association burkinabé de la diaspora Diafaso. C'est assez quand même, ça montre à quel point vous êtes quelqu'un de très actif. Oui, disons qu'on essaie tant bien que mal d'être utile aux autres, de faire quelque chose de bien. Donc voilà, du coup, on se retrouve à avoir pas mal de casquettes. Mais ça se résume à une personne qui doit travailler, je ne dirais pas 24 heures sur 24, mais quand même qui doit passer bon nombre des heures de la journée à faire quelque chose d'utile pour son prochain, tout simplement. Cette culture du travail, comment c'est venu? Cette culture du travail, c'est l'expérience de la vie, parce que un enfant de Ouaga, de Kamsonvin, comme les anciens quartiers de Ouaga, ce quartier s'appelait Kamsonvin, je suis natif de ce quartier, depuis une belle lurette, je vis en Italie. Et c'est un monde quand même qu'on apprend beaucoup parce que le monde de l'immigré, c'est toujours une école de la vie. Donc, c'est une volonté et surtout l'abnégation à apprendre un peu plus et bien sûr à continuer à donner le meilleur de soi-même dans des situations de difficulté, parce que j'aime bien dire que les difficultés, c'est une opportunité pour apprendre, parce que quand on avertit une difficulté, ça veut dire qu'on a fini le savoir en ce moment. Donc, cette volonté et cette abnégation dans le travail, c'est acquis dans le temps, parce que bien sûr, chaque fois qu'on allait de l'avant, on avait toujours de nouveaux défis dans le monde de l'immigré, je vais dire. Et alors, on en a continué, on continue, et on est encore là-dessus. Là-dessus. Ouais. Pourquoi êtes-vous parti du Burkina? Je pense que comme tous ceux qui quittent pour une raison ou pour une autre, c'est quand même pour améliorer ses conditions de vie, pour chercher des opportunités meilleures. Parce que quand je partais du Burkina, en famille, on avait une entreprise familiale. Je travaillais dans cette entreprise familiale, mais d'un coup, j'ai voulu, je ne sais pas, par l'inexpérience, parce que j'étais quand même encore jeune, pas que je suis trop vieux, mais quand même j'avais un âge un peu plus, disons, insoucieux, donc j'avais encore envie d'aller voir ailleurs. Donc voilà, c'est une des raisons principales d'ailleurs que je me suis retrouvé en Italie. Depuis combien de temps maintenant? Ça fait maintenant presque 22 ans que je suis en Italie. Presque 22 ans, oui. J'imagine que vous êtes bien intégré, parce que vous êtes d'ailleurs italo-burkinabé. Mais les Burkinabés d'Italie aujourd'hui, c'est quand même l'un des pays européens où il y a plus de Burkinabés. Comment vivent-ils? Sont-ils bien intégrés? Je dirais que les Burkinabés d'Italie, déjà hors de l'Afrique, c'est-à-dire hors de l'Afrique, hors de la Côte d'Ivoire et du Soudan, où on a quand même une diaspora très, très importante, l'Italie a la diaspora la plus nombreuse au-delà de l'Afrique. La diaspora burkinabé, je vais dire, on est autour de 70 000 personnes. 70 000 Burkinabés résidant en Italie, desquels 37 000 ont déjà la nationalité italienne. Donc, on vit bien parce que le Burkinabé, il est reconnu, c'est un peuple de travailleurs. Ça n'a pas commencé, ça ne date pas d'aujourd'hui. Depuis la nuit des temps, le Burkinabé a été considéré toujours comme un travailleur silencieux d'ailleurs, et ce qui fait que l'intégration, tant bien que mal, le mot intégration entre guillemets, bien sûr, se fait assez bien parce qu'on n'a pas de problème majeur à
avec la société italienne. Donc du coup, chacun en fonction de ses positions, essayer de s'adapter et puis lui donner le meilleur de soi, mais et surtout de chercher pour la mère patrie. Est-ce que l'Italie reste aujourd'hui une destination? Ben, l'Italie reste aujourd'hui une destination de la mesure où vous avez encore, vous voyez souvent des images malheureuses qu'on voit souvent à la télé de la traversée sur la Méditerranée ou à travers la Libye. Donc, en tout cas, l'Italie, c'est une porte d'entrée de l'Europe. C'est une des portes d'entrée de l'Europe. Vous avez l'Espagne, vous avez l'Italie, vous avez la Grèce. Et vous avez le Portugal, ce sont les pays qui font face à la Méditerranée, même la France, mais surtout c'est l'Italie. Donc c'est le coin le plus à côté qu'on peut, disons, rentrer en Europe. Donc à partir de là-bas, beaucoup de personnes arrivent en Italie. Certains n'ont pas bien sûr l'objectif d'arriver de s'arrêter en Italie, mais de continuer pour aller quelque part dans un pays francophone, vers la France ou aller vers l'Angleterre. Mais beaucoup s'arrêtent en Italie parce que bien sûr on se rend compte de la réalité en Europe. Il faut avoir les documents, il faut avoir ceci, il faut avoir cela. Sans ça, il n'y a pas de liberté de mouvement. Parce que pour vous qui êtes allé il y a 20 ans, c'est déjà bien, mais aujourd'hui, est-ce que c'est facile de réussir en Italie? Ben, ce n'est pas seulement en Italie. C'est un moment un peu difficile, c'est un moment économique assez compliqué partout dans le monde occidental, pas seulement en Italie. Et avec la crise, disons, on l'appelle la crise économique, mais moi je pense que c'est plutôt un changement d'époque. Et avec ces mouvements difficiles au niveau des entreprises, il n'y a plus de l'emploi, même pour les Européens, pour dire, donc c'est un peu difficile. Donc actuellement, ce n'est pas le meilleur moment, en tout cas, pour demander ou dire que c'est bien d'aller à l'extérieur. Je dirais que les opportunités sont plus ici qu'ailleurs. Il suffit d'avoir le même courage, la même abnégation qu'on a quand on est là-bas et d'utiliser ça ici. On doit avoir peut-être un résultat 1000 fois plus que ce qu'on a de l'autre côté. Donc, je ne souhaite pas et je n'incite pas d'ailleurs aux Burkinabés et aux Africains dans leur entièreté de penser que leur avenir meilleur se trouve ailleurs. Moi qui vis là-bas, moi qui suis parti peu plus de 20 ans de cela, j'ai vu changer beaucoup de choses et je pense que... les opportunités sont ici. Les opportunités sont ici. D'accord, on va en parler tout à l'heure justement. Mais il y a, depuis quelque temps, un ambassadeur italien au Burkina Faso, justement, Andrea Romussi. C'est le premier ambassadeur résident d'Italie au Burkina Faso. Là, c'est une bonne nouvelle pour vous? Oui, je dirais que c'est une très bonne nouvelle pour pouvoir rapprocher les deux peuples. C'est pouvoir rapprocher encore l'Italie au Burkina. J'ai toujours pensé, vivant en Italie, voyant leurs similitudes dans leur comportement d'ailleurs, parce que les Italiens ils vivent un peu comme les Africains, ils sont attachés à la famille, ils sont attachés à certaines valeurs que nous avons ici, ou du moins ce qu'on avait, parce que c'est une chose, malheureusement, je vois qu'on est en train de le perdre. Mais l'attachement, le respect, la parole donnée sont des choses, en tout cas, que pour eux, c'est très fondamental. Et dans ce contexte-là, l'industrie italienne, son développement, l'agroalimentaire, le monde infrastructural, ils ont des know-how que pour nous, Burkinabés, c'est un trésor si on arrivait à avoir ces mêmes expériences-là. Donc, j'ai toujours pensé que si il y avait un pays dans ce monde qu'on pouvait copier et coller comme on fait en informatique, ben, c'est l'Italie qu'on devait copier et puis coller dans les pays africains. Parce que c'est un pays, tenez-vous bien, qui après la Deuxième Guerre mondiale était si pauvre que les pays africains. La différence que nous, sous le sous-sol, on a les matières premières, mais l'Italie n'avait pas de matières premières et n'a toujours pas de matières premières, mais il a su valoriser ce qu'il avait, c'est-à-dire sa terre, l'agroalimentaire. Nous avons cette capacité-là ici, mais malheureusement, on n'a pas... la politique. On n'a même pas le know-how, disons, le know-how, le savoir-faire dans ce domaine-là. Et on peut apprendre beaucoup de l'Italie dans ce domaine. Voilà pourquoi je suis très content de l'arrivée de l'ambassadeur, qui est vraiment une personne très disponible avec qui j'ai de bons rapports. Nous espérons en tout cas rapprocher les deux peuples à travers les entreprises, parce que bien sûr, parlant de l'entrepreneuriat, et aussi essayer de trouver des voies et moyens pour résoudre pas mal de petits problèmes que nos compatriotes ont en Italie, à savoir les problèmes de renouvellement de documents ou d'autres types, et même les questions de la retraite, parce que ça aussi c'est une question épineuse entre les Burkinabés de la diaspora
italienne, après avoir fini de travailler ou peut-être après avoir perdu leur travail, ils rentrent. Tout ce qu'ils ont versé dans la caisse de sécurité sociale italienne, ils ne les récupèrent pas parce qu'ils doivent attendre l'âge de la retraite pour les avoir. Et ça, c'est un problème si tu n'arrives ici, dans nos pays, où l'espérance de vie est moindre. Et si on dit que tu dois attendre 65 ans pour avoir ta retraite, et eux-mêmes, ils disent que dans les statistiques, l'espérance de vie, ce n'est pas au-delà de 55 ans. Donc, ça veut dire que ton argent, tu ne le reprendras même plus. Donc, il va falloir trouver aussi des solutions pour cela. Des solutions, cela, et l'ambassadeur au Burkina, c'est une bonne opportunité. Bien sûr. Mais justement, vous parlez de l'Italie qui a su travailler sa terre, qui a une bonne expérience, réputée pour l'agroalimentaire. Beaucoup de Burkinabés, effectivement, vivant en Italie, travaillent un peu dans ce secteur-là. C'est effectivement une bonne opportunité pour le Burkina. Vous avez de l'expertise à apporter au pays. Bien sûr. Bien sûr. Disons que justement, c'est ce que je vais dire. Beaucoup travaillent dans ce domaine. Il n'y a pas de tabou à parler que les premiers qui sont allés là-bas, c'est le travail des champêtres, ramasser la tomate, les industries de transformation et tout ça. Et bien sûr, ce sont des activités. Moi, mon activité, le secteur du froid, a quelque chose à y voir d'ailleurs. L'Italie, c'est un des premiers pays en Europe, justement, dans ce secteur-là, parce que c'est un secteur qui accompagne l'agroalimentaire. Parce que pensez-vous que vous ne pouvez pas produire sans avoir une possibilité de conserver avant de commencer la transformation ou même la consommation, parce que sinon vous allez produire et consommer les mêmes jours ou transformer les mêmes jours, ce qui est presque impossible. Donc ce qui veut dire que la chaîne du froid doit accompagner. C'est indispensable. C'est indispensable. Voilà. Alors, justement, vous êtes spécialisé dans le froid. D'abord, la formation, où vous l'avez-vous appris Le secteur du froid, je l'ai appris en Italie. Voilà, j'ai fait CBBG ici, donc j'ai chimie, biochimie, biologie, géologie. C'est ce que j'ai étudié ici au Burkina. Mais quand je suis arrivé en Italie, j'ai fait pas mal d'autres activités. Mais en 2001, j'ai commencé à travailler dans l'industrie du froid. J'ai commencé dans une entreprise pratiquement commençant comme magasinier qui travaillait dans ce secteur-là. Et comme j'ai trouvé déjà des similitudes dans mes bases, alors j'ai essayé d'approfondir la chose en m'inscrivant dans des écoles de formation pour pouvoir justement comprendre un peu mieux. De fil en aiguille, bon, dans cette même entreprise, j'ai gravi les échelons, devenant technicien commercial, responsable commercial, ainsi de suite, jusqu'à après, en 2010, j'ai entrepris justement, j'ai commencé à faire l'entrepreneuriat. Donc, monter votre propre affaire, justement. Voilà, monter mon propre Nicole System SARL. Exact. Basé à Bologne, mais aussi au niveau du Burkina Faso. Voilà, vous êtes consultant pour l'ONUDI, justement. Quel type de consultation? Disons que pour l'ONUDI, vous savez, on est actuellement dans une phase de changement climatique quand même. On en parle tous les jours. On est en train de vivre ça à travers l'irrégularité des pluies, le réchauffement, la température de la Terre qui augmente. Donc, il y a des projets qu'on appelle HPMP. HPMP, ça veut dire SCFC, Phase Out Management Program. C'est-à-dire c'est un programme mondial qui implique 149 pays dans le monde, c'est-à-dire les pays de l'article 5 du protocole de Montréal, que ces pays-là doivent arrêter d'utiliser un certain réfrigérant qui sont nocifs à l'environnement. Et l'ONUDI, dans ce contexte-là, l'ONUDI, c'est l'Organisation des Nations Unies pour le développement industriel, dans ce domaine, collabore avec ma modeste personne, en tant que personne déjà formée dans le secteur, qui a acquis déjà une certaine expérience en Italie, donc en Europe, dans ce mécanisme-là, et que nous tournons un peu partout dans le monde, surtout en Afrique ces dernières années, pour assister certains pays justement à emboîter le pas et à éviter que les techniciens en froid puissent continuer à nuire de façon inconsciente, bien sûr, à l'environnement, parce que les gaz réfrigérants utilisés dans un système frigorifique, quand il est laissé à la nature, causent des problèmes très sérieux, commençant par le trou de l'ozone, donc des problèmes de santé, et aussi les nouveaux réfrigérants qui sont utilisés, que cela promeut l'effet de serre, donc l'augmentation de la température terrestre, et avec les problèmes aussi que nous connaissons. Donc, ça commence peut-être par éviter de déverser les déchets du secteur en Afrique.
Oui, c'est pour éviter de déverser les déchets du secteur en Afrique, mais comme je l'ai dit, 149 pays, l'Afrique en compte 54, donc c'est une bonne partie quand même des pays qu'on appelle des pays de l'article 5 du protocole de Montréal. Et ces pays-là ne sont pas des producteurs en fait. La majeure partie de ces pays sont tous des consommateurs. Donc, vous le dites bien, pour qu'on ne déverse pas, disons, les déchets du monde ici, mais c'est surtout aussi pour que le technicien frigoriste, ce qu'on appelle communément le frigoriste ici, ou le technicien en froid, si vous voulez, sont des personnes qui doivent être formées, qui doivent pouvoir faire bien leur activité. Ça peut déjà limiter les dégâts. Bien sûr, ça limite beaucoup les dégâts. Ça limite beaucoup les dégâts. Alors, le froid, pour l'Afrique, un luxe ou une nécessité? Le froid, pour l'Afrique, c'est comme l'oxygène pour l'être humain. C'est une nécessité. Si on veut vivre, si l'Afrique veut se développer, le froid doit être quelque chose qu'on enseigne et on explique partout. Parce que tenez-vous bien que le secteur du froid, comme je vous dis en Italie, l'Italie est partie de l'agroalimentaire et l'agroalimentaire a été accompagné par le froid. Parce que si vous voulez produire, consommer, transformer, et distribuer partout où vous avez, vous ne pouvez pas faire à moins du froid. Parce que le froid vous permet de conserver. Même la climatisation, c'est pour conserver les êtres humains. C'est pour pouvoir se sentir bien le lendemain ou la minute après parce que tu n'as pas senti de la chaleur. Parce que si on met une personne dans une salle ou dans un lieu où la température est tout le temps élevée, bien sûr, il n'aura pas la même attitude, il n'aura même pas l'espérance de vie de quelqu'un qui vit dans des conditions meilleures. Donc, le froid est très important pour l'Afrique parce que ça permettra de conserver. Pensez-vous bien que 70% de ce qui est produit en Afrique subsaharienne, donc le Burkina inclus, est perdu à la nature tout simplement parce qu'il manque la chaîne du froid. Donc, le froid, ce n'est pas un luxe. On arrive à faire des amalgames pensant que le froid, c'est les climatiseurs de maison et le frigo. Oui, dans nos latitudes, c'est un luxe, le climatiseur et le frigo, parce que l'électricité, ce n'est pas de tout le monde. Donc déjà, avoir l'électricité à la maison et avoir ces deux, disons, appareils électrodomestiques, c'est important. Donc ça veut dire que tu as un standing quand même social. Mais ça, c'est seulement un segment du froid. Ça, c'est le froid domestique, ça s'appelle. Il y a le froid commercial et il y a le froid industriel. Le froid commercial consiste à avoir des petites chambres froides ou conserver ce que les producteurs ou les vendeurs et vendeuses de fruits et légumes, de poissons, de la viande, justement. Tout justement, il faut les citer pour qu'on comprenne de quoi quand on parle de conservation, souvent on n'a même pas l'idée de ce qu'on est en train de dire. C'est-à-dire qu'il faut penser ce qu'on jette, le lait, la viande, trop le poisson. Trop d'intoxication en Afrique liée à ça. Bien sûr, des questions même de santé d'ailleurs, de santé publique. Souvent, on ne jette pas beaucoup la viande, tu vois qu'arrive le soir au marché, on prend ça, on essaie de griller, mais ça déjà ça pue. Quand vous mangez, on met plusieurs types d'épices pour que ça sent bon que vous mangez, mais à la fin de compte, c'est une viande pratiquement qui n'est plus de bonne qualité et qui peut provoquer des problèmes de santé. Donc, à travers le froid, vous pouvez non seulement sauver une certaine quantité de la production, ce qui veut dire que certains produits qui coûtent cher deviennent même accessibles, parce que si la bonne dame ou le bon boucher va payer 100 kilos, il jette 70 kilos et il vend 30, ce qui est sûr que les 30 vont coûter très cher. Et si les 30 coûtent cher, ça veut dire que ça ne serait plus accessible à tout le monde. Et les 70 va les jeter. Mais avec le froid, peut-être les proportions peuvent être inversées. Je ne veux pas dire 100% parce que c'est presque impossible, mais s'il jette 20% et les 80%, c'est sûr qu'il a une plus de possibilités de pouvoir vendre à un prix bon marché qui est accessible à tout le monde et surtout un produit de bonne qualité. Donc ce sont des choses qu'il va falloir revoir, ce n'est pas seulement le Burkina malheureusement, c'est un peu partout en Afrique, vu que je suis en Afrique pour le compte de l'ONUDI, j'ai pu comprendre qu'il y a une incompréhension du secteur du froid. On pense le froid pensant au frigo de maison, on pense à un climatiseur de maison. C'est tout autre que cela. Au Burkina, le froid et les panneaux photovoltaïques sont détaxés. Je pense que ça doit être du même pour ce qui concerne le matériel du froid en général. Détaxé parce que c'est important justement. Bien sûr, pour un temps donné, ce n'est reste que pour permettre le secteur agroalimentaire de décoller et puis peut-être après on les taxera 1000 fois. Mais ça aura permis quand même de comprendre l'importance de la chose et que les gens ne vont pas avoir de problème à s'en acquérir de matériel de froid. Vous m'avez demandé, j'ai ouvert une entreprise au Burkina, j'ai porté des chambres froides.
que j'ai conçu moi-même techniquement pour que ça puisse fonctionner avec le photovoltaïque, c'est à Ouaga. Les gens viennent voir comme c'est un musée. Ce n'est pas parce qu'ils ne veulent pas. Vous faites la conception de chambre forêt. Oui, j'ai fait la conception et j'ai réalisé. C'est ici à Ouaga, c'est sur l'avenue Oumarou Kanazoué, la Nucol System. Vous pouvez passer voir à tout moment au numéro 252 de l'avenue Oumarou Kanazoué. Il y a la Nucol System, il y a les chambres froides qui sont exposées, chose rare en Afrique occidentale. Je vais même oser vous dire une chose, que la conception de ces chambres froides-là est unique pour l'Afrique. Parce que tout ce qu'on a ici comme matériel de froid n'est pas passé techniquement pour être utilisé dans nos latitudes. Donc, c'est adapté. Adapté. Voilà. Alors, vous êtes justement à Ouagadougou pour former des jeunes, oui, dans ce sens. Oui, je viens très souvent à Ouaga. Ça fait déjà 5 sessions de formation que j'ai fait depuis mai, parce que notre entreprise est ouverte depuis mai, du 7 mai 2018. Et à chaque fois que j'arrive à avoir une dizaine de jours que je viens à Ouaga, j'essaie de faire une journée de formation, qui est une formation, une sensibilisation surtout au niveau des techniciens. Et en 5 sessions, j'ai formé au-delà de 300 personnes volontairement, bien sûr, gratuitement, parce que je comprends que c'est un secteur où il faut faire beaucoup de sacrifices. Donc j'essaie à ma façon aussi de contribuer justement au développement de ce secteur-là. D'ailleurs, je vous annonce que le 26 juin prochain, que c'est la première fois dans le monde, on a décidé de célébrer la journée mondiale du froid. Donc, ça montre tout l'intérêt désormais. Voilà, donc la journée mondiale du froid, j'ai décidé de venir célébrer cette journée-là ici au Burkina Faso parce qu'on a besoin de faire comprendre en Afrique que le froid est important, pas dans le monde occidental, quand bien même c'est là-bas qu'ils ont eu cette initiative-là pour parler de froid. Déjà qu'ils sont dans le froid d'ailleurs. Pour le Burkina justement, quelle importance, quelle opportunité? Pour le Burkina, je pense que j'ai vu différents programmes de développement, j'ai vu différentes volontés de produire plus. Mais on ne se rend pas déjà compte qu'on est en train de jeter beaucoup du peu qu'on produit déjà. Donc je pense que le froid... On voit tous ces producteurs d'oignons, de tomates, qui se plaignent tout le temps, ça pourrit. La mangue qu'on en jette, papaye, tout ce qu'il y a, les pommes de terre, verroyouillage, partout. Partout, mais je vous dis, ce n'est pas pour qu'on soit consolé, mais c'est un peu partout en Afrique le problème en fait. Parce que le manque, à part certains pays, j'ai travaillé pour la Tunisie et je continue d'ailleurs à y aller pour un projet des Nations Unies. Ça fait 5 ans bientôt, depuis 2014 que je vais en Tunisie pour ces activités-là. C'est vrai que les pays du Maghreb ont su profiter justement, notamment de l'expertise italienne. Bien sûr, parce que justement, ils ont compris, comme ils ont une similitude de climat, ils ont plus ou moins la même production, ils ont pu comprendre que pour pouvoir faire avancer le secret agroalimentaire, alors ils ont, entre guillemets, copier ou en tout cas adapter leur réalité à ce qui est du pays voisin. Donc ce qui fait que c'est très important parce que le développement, comme je vous dis toujours, le développement toujours commence par le ventre. Donc quand vous arrivez à donner à manger à la population, vous avez résolu 90% des problèmes. Et vous pensez que 80% de la population africaine vivent dans les milieux ruraux. 80%, ils vivent de quoi? Ils vivent de l'agriculture, ils vivent de l'élevage, ils vivent de la pêche, là où il y a l'eau. Alors, rendez-vous compte, si le développement de la trafic dont on parle doit s'opérer seulement dans les villes où il y a les 20%, il va falloir quand même qu'il y ait un développement conséquent pour qu'on prenne 20, on ajoute 80, on divise et on a une bonne moyenne. C'est assez difficile. Donc, pour rendre cette activité, et ces activités faites par nos braves paysans, il va falloir quand même leur donner un support. Et ce support, il y en a beaucoup d'autres, mais le secteur du froid, déjà, en fonction des conditions dans lesquelles ils sont déjà, peut être déjà un élément de réponse efficace pour leur permettre de conserver déjà ce qu'ils produisent, les vendre et bien sûr continuer à produire plus. Parce que si vous perdez déjà 70% de ce que vous produisez, si vous allez encore produire encore plus, ça veut dire que vous allez simplement augmenter la perte parce que les rapports de 70% pourront même arriver à 80%, même 90%, parce que vous produisez plus, mais vous ne les consommez pas. Vous n'arrivez pas à les transformer, donc vous êtes obligé de les jeter. Mais le problème du Burkina, c'est encore une fois l'énergie. Mais vous avez le soleil. Parce que le froid, ça va avec. Il y a le soleil.
Il y a le solaire, on peut faire des chambres froides qui fonctionnent avec le solaire. La preuve que les chambres froides dont je suis en train de vous parler, que j'ai conçues, qui sont ici, je les ai fait pensant à l'énergie solaire. Et aucun multinational n'a fait un accord avec le bon Dieu pour ne prendre le soleil. Au moins ça reste ici. Donc, on peut faire des chambres froides avec le solaire. Ici, à Ouaga, il y a des chambres froides qui peuvent fonctionner avec l'énergie photovoltaïque. Donc, l'État peut avoir une politique pour mettre à la disposition des paysans, notamment les zones de production, ces chambres froides qui fonctionnent avec le solaire pour permettre aux paysans de conserver bien sûr. Je pense que d'abord, la première question ici, c'est la sensibilisation. Le fait de comprendre d'abord ce que c'est que le froid, sa nécessité pour le monde agricole, le monde de l'agroalimentaire. Parce que si cette vision-là, il y a carence de cette vision, la situation est un peu plus complexe à expliquer parce que c'est un peu difficile en fait. Quand on ne sait pas une chose, il va falloir connaître cette chose-là et puis bien sûr adopter des politiques conséquentes. Donc j'espère bien que ça sera aussi le cas pour le Burkina. Ce n'est pas seulement le Burkina, je vous dis, moi ma petite expérience de sillonner l'Afrique m'a permis de comprendre cela, mais j'espère bien que ça arrivera bien au Burkina. Je vous dis tout simplement, quand je sillonne Ouaga ou le peu de fois que je viens, je regarde les climatiseurs, les appareils sont très mal installés. Et je vous dis que 80% des climatiseurs que je vois autour de moi à Ouaga n'ont pas été installés suivant les règles de l'art. Du coup, c'est de l'énergie qu'on peut consommer. Voilà, ça consomme moyennement 40% d'énergie en plus. Ça veut dire que 40% d'énergie en plus, les délestages qu'on a, ça ne va pas arrêter les délestages. Mais quand même, ça peut diminuer parce qu'on est en train non seulement de gaspiller le peu qu'on a d'énergie, et bien sûr, l'utilisateur de ce climatiseur-là, il paye beaucoup plus l'énergie électrique qui ne lui sert pas. S'il a l'argent, il n'y a pas de problème, c'est ses problèmes, mais il est en train de prendre quelque chose de la collectivité, parce que les 40% du climatiseur consomment plus. Si ça restait, ça allait servir peut-être à des hôpitaux, ça va servir à d'autres lieux où on produit, où on a besoin de l'énergie. Donc vous dites à Ouagadougou, les climatiseurs sont... Moi, je peux vous rassurer que 80% des climatiseurs que j'ai vus, ce n'est pas ce que j'ai vu à Ouagadougou, ne sont pas installés suivant les règles de l'art. Je peux vous le dire, et chaque fois, je peux vous dire c'est tel climatiseur. Tout simplement parce que les acteurs du froid, justement, ne sont pas formés pour cela. Même les architectes qui doivent faire la conception des maisons n'ont même pas ce savoir-faire-là. Donc, c'est entre guillemets, c'est un mal sur lequel... Et pourquoi je le dis sur votre plateau? Parce que tout simplement, je veux qu'on prenne compte de cela. On est encore un pays en construction, donc on peut corriger pour que ce pourcentage diminue, mais on ne doit pas exposer le climatiseur au soleil. On ne doit pas le mettre à l'ouest, le groupe de condensation, c'est-à-dire la partie qu'on met à l'extérieur. Si vous le mettez à l'ouest, ça veut dire que vous devez faire une toiture qui couvre ça contre le soleil. Sinon, le système frigorifique consomme beaucoup. Je ne vais pas rentrer dans les détails techniques parce que là, on n'en finira pas pour aujourd'hui, mais il y a des choses quand même qu'on peut améliorer. Donc, pourquoi on le fait? Parce que tout simplement, on n'a pas le savoir-faire pour cela. Moi, je peux vous dire... Donc, tout commence par la former suffisamment de jeunes dans ce sens. C'est vrai qu'il y a des écoles qui sont là, mais même dans ces écoles, encore, on se dit, qui forme ces jeunes? Si le formateur lui-même a des tares, forcément, on les répercute sur les jeunes. Bon, disons qu'il y a un peu de problème. Moi, j'ai essayé de comprendre, de voir un peu différents centres de formation. Il y en a à Ouaga, il y a 4-5 centres qui font le froid. Et j'ai vu un centre d'excellence qui avait été construit par des partenaires à Zignaré. J'ai vu ce centre. Le centre de référence de Zignaré, j'ai vu. Mais quand j'ai demandé les coûts contre l'inscription, entre l'inscription et les différents frais scolaires et autres, et même l'enfant qui doit aller habiter là-bas, parce que quand même il y a la réflexion, tout ça, il faut avoir minimum 1 million de francs CFA pour que ton enfant, au bout de 2 ans, ou 2 ans, 2 millions, puisque chaque année il faudra 1 million, pour que ton enfant sorte frigoriste. Moi, je pense qu'au Burkina Faso, si quelqu'un a 1 million, il n'en va pas son enfant devenir un frigoriste. Donc, c'est une façon de voir. Et pourtant, c'est un établissement étatique. On doit permettre, je demande au directeur du centre, de dire, ah, ici, on a une place pour 30 personnes. Un pays avec presque 20 millions d'habitants, on n'arrive même pas à former 50 techniciens frigoristes par an. Bon, ce sont des choses sur lesquelles il va falloir voir parce qu'on a beaucoup de jeunes. Parce qu'on se dit que l'offre en matière d'emploi dans le secteur, il n'y en a pas assez, donc il ne faut pas déverser beaucoup de spécialistes sur le terrain peut-être.
Mais ça dépend aussi de quelle politique on a pour développer le secteur, justement, à partir du moment où c'est une nécessité. C'est une vision, c'est pour cela que je vous dis que j'espère qu'après cette émission-là, qu'on en prenne conscience et qu'on fasse des actions, cela, parce que souvent, ce n'est pas par manque de volonté, mais souvent aussi, il faut connaître la matière. Moi, je vous parle de la matière parce que c'est mon domaine. C'est là-bas, disons, je travaille du matin au soir. C'est mon secteur d'activité, donc je le comprends très bien, je peux expliquer. Mais vous n'allez pas demander à un citoyen lambda ou n'importe qui de pouvoir parler de ces éléments-là, tout simplement parce que ce n'est pas son domaine. Donc, je peux vous dire cela simplement parce que je suis à connaissance de ces choses-là. Mais si quelqu'un n'a pas cette connaissance-là, c'est un peu difficile. Et je me mets d'ailleurs à disposition de qui veut comprendre plus et de qui veut faire une politique dans ce sens. Voilà pourquoi quand je viens, je dis, bon, je ne peux rien faire, mais je peux faire une chose. Je peux commencer par enseigner le peu que je sais déjà. Et voilà pourquoi en une année, j'ai fait ce que peut-être toutes les écoles au Burkina n'ont pas pu faire. J'ai formé plus de 300 personnes. Au Burkina Faso, on ne forme pas 300 frigoristes par an. Bien sûr, je ne les forme pas jusqu'à... Ce sont les B.A.B.A. Les B.A.B.A. Et chaque fois, vous pouvez regarder sur les réseaux sociaux, vous pouvez regarder sur Internet, vous allez voir ce qu'ils disent juste après la formation. Et ça, c'est ma petite façon de contribuer parce que ce n'est pas quelque chose qui se fait en un jour, ce n'est pas en 2 jours. Il faut du temps, mais il va falloir commencer. Moi, j'ai commencé par cette façon. En tout cas, le Burkina, pour le développement du Burkina, l'agroalimentaire, la transformation de produits, c'est une nécessité. Et là, ça ne peut se faire en ignorant le secteur donc, du froid. Absolument. C'est une nécessité, c'est une condition sine qua non. Absolument. Il y a par exemple le cas Bagrépol. Bagrépol. Vous allez dire seulement Bagrépol, où il y a Samandini, il y a je ne sais autre coin de pôle de croissance. Demandez s'ils ont des projets pour des chambres froides. Vous avez une expérience avec Bagrépol? Oui, j'ai eu une expérience avec Bagrépol qui malheureusement est entre guillemets en stand-by, parce qu'à Bagrépol, j'ai pu comprendre que dans le projet initialement, il n'y a pas un projet de chambre froide. Et je me suis dit, mais comment vous allez produire? J'ai pu rencontrer des agriculteurs de Bagré, c'était il y a 2 ans de cela. J'ai rencontré des agriculteurs de Bané, Bagré, Zabré et Bitou. Voilà, c'était des groupements de 4 villages qui sont venus, je les ai rencontrés. On a parlé un peu de leur activité. Je leur ai dit, mais ce que vous faites, vous avez besoin de stocker un peu ce que vous faites. Il y a un vieux qui m'a dit, voilà, comme mon fils, comment tu as su au loin là-bas quand nous on a ce problème ici? Moi, j'ai perdu tout ce que j'avais comme argent à travers ça, parce qu'il y a des années tu produis, et les clients arrivent des pays frontaliers, ils paient. Il y a des années aussi où tu produis, ils arrivent, ils disent qu'ils n'ont plus l'argent, ils ont investi ailleurs, et toi, tu as fondu pratiquement de l'engrais. Donc, l'expérience est un peu plus longue, je vais vous épargner la partie, disons, un peu, qui me laisse un peu... et disons avec une saveur un peu amère, mais je pense qu'on a tout le temps pour améliorer, parce qu'il va falloir savoir de quoi on parle pour pouvoir améliorer. J'espère, j'ai toujours confiance, j'ai l'espoir, voilà, que les choses vont s'améliorer avec le temps. L'espoir, en tout cas, que les choses vont s'améliorer pour ce secteur. Alors, on va à présent parler de Diafaso, oui, l'association des Burkinabés de la diaspora. Presque un an après le Forum national de la diaspora, justement, puisque c'est à l'issue de ce forum que cette association a été mise en place. Oui. Ce forum organisé par l'État qui a pris conscience de l'importance de la diaspora, de l'apport de la diaspora dans la mise en œuvre, justement, du PNDS, le Plan national de développement économique et social. Oui. Qu'est-ce qui a changé depuis lors? Ben, moi, je dirais d'abord, comme je continue toujours à penser ainsi, parce que quand on ne sait pas dire merci, on n'est pas reconnaissant en une chose, on ne pourra pas faire de grandes choses. Et je commence à dire merci quand même aux gouvernants qui ont pensé à impliquer la diaspora. Parce que ce n'est pas maintenant que les Burkinabés ont commencé à sortir, mais c'est la première fois qu'il y a eu un forum de la diaspora à Ouaga ici, invitant un certain nombre de personnes de la diaspora. Et je faisais partie de ce groupe-là. On était autour de 300 qui sont venus un peu partout du monde, au Burkina. Et le thème, c'était comment faire contribuer la diaspora pour le développement de la patrie. Donc, nous avons continué après le forum, c'était en juillet. On a continué nos échanges parce que c'était une occasion pour qu'on se connaisse d'ailleurs, beaucoup de la diaspora. Je peux vous dire que
tous ceux qui sont dans Diafaso, en tout cas 80% d'entre nous, on ne se connaissait pas. On ne savait pas l'existence de l'un de l'autre parce que chacun se retrouvait. Ça a été l'occasion de se rapprocher, voilà, parce que c'est aussi des expertises, des expériences différentes. Exactement, exactement. Et ça nous a permis justement de continuer dans cette foulée, de continuer des échanges. Et ça s'est fait sur des plateformes de social network. On a continué dans ces plateformes-là et on a échangé sur WhatsApp, on a créé des groupes sur lesquels on a échangé pendant de longues semaines, souvent même à des heures tardives, et on a constitué justement l'association Diafaso, qui est l'association des Burkinabés de la diaspora. C'est une association apolitique, c'est une association qui n'a pas de confession religieuse, c'est une association qui s'interdit de parler d'ethnicisme ou de régionalisme. Tout ce qui est important, c'est être burkinabé et avoir la volonté de contribuer pour le développement du Burkina. Et justement, votre objectif principal, c'est l'appel à la mobilisation des ressources pour investir au pays. Bien sûr, parce que nous, comme vous voyez, nous sommes encore dans des perspectives de développement dans le milieu rural. On a pu comprendre, et nous vivons, ceux qui vivent à l'extérieur, ont une vision satellite des problèmes qu'on vit ici. Nous avons vu des problèmes il y a 2 ans de cela. On a eu des problèmes pas loin de Ouagakaya, où il y avait un village où il y avait la famine en 2017. Donc ça a beaucoup touché la diaspora, et on a vu que ces problèmes étaient récurrents, de nécessité, parce que quand il ne pleut pas suffisamment, ou il y a des cas de pluie qui ne permettent pas aux agriculteurs de pouvoir avoir une bonne récolte à la fin, et on a toujours des problèmes. Pourtant, on a une nappe souterraine au Burkina. La partie du nord, vous avez le sable en haut, vous avez l'eau en bas. C'est comme la mer renversée, c'est la mer en verticale. Mais encore faut-il le savoir. Nous sommes dans des positions géographiques que si vous avez de l'eau, à cause de la température, l'eau s'évapore. Donc les barrages, souvent même, peut-être je peux dire entre guillemets, excusez-moi si je le dis ainsi, souvent peuvent être inutiles. Parce qu'on peut faire des forages, tenir l'eau en bas et l'enlever quand on a besoin. Et on a de l'eau dans le sous-sol burkinabé, surtout dans la partie du nord. Et trouver qu'il y a des problèmes à ce niveau-là, nous qui sommes à l'extérieur, qui sommes nombreux d'ailleurs, et beaucoup ont de l'expertise, moi j'ai de l'expertise dans le domaine du froid, mais beaucoup d'autres ont l'expertise dans le domaine hydraulique, il y en a qui ont l'expertise dans le domaine de l'agriculture, tout ça. Alors nous avons dit, d'abord commençons à collecter des fonds. Et l'idée d'ailleurs part de Mme Barguissa Thiébo, qui est notre présidente, que durant justement le forum, la rencontre avec le président a émis cette fameuse idée, si chacun des Burkinabés, parce qu'on est estimé à 10 millions, mettait 1000 francs par an, on pouvait avoir 10 milliards, et 10 milliards, on pouvait faire des barrages pour faire de telle sorte qu'il ne manque plus d'eau pour les agriculteurs. Partant de cette idée-là, nous avons travaillé ensemble, on a fait Diafaso, et Diafaso existe pourquoi? Il y a un fonds qui s'appelle le Fonds de soutien de la diaspora, dans lequel nous demandons tous les Burkinabés de la diaspora. Et je peux vous dire que pas seulement les Burkinabés de la diaspora, même les Burkinabés de l'intérieur, que le fonds est ouvert à Ouaga, c'est dans une banque, Ecobank à Ouaga, que bien sûr vous aurez les références, que vous pouvez envoyer votre contribution dans ce fonds-là, que nous l'avons rendu public. On a une page Facebook et on a un site aussi web, c'est diafaso.org. Et vous pouvez voir d'ailleurs l'évolution mois par mois. C'est transparent. Hein? C'est transparent, voilà. Nous voulons collecter de l'argent de la façon transparente. Donc on sait l'argent arrive de quel pays et même on sait le nom des personnes qui ont contribué. Et cet argent-là va servir justement pour aller trouver des solutions dans les milieux ruraux. Donc on a ouvert un compte Orange Money, que vous aurez les références sous peu, pour pouvoir permettre à ceux qui sont au Burkina, qui veulent contribuer, qu'ils sachent simplement avec un compte Orange Money, vous pouvez approvisionner le compte de Diafaso, que nous l'avons appelé Fonds de soutien de la diaspora. Et de ce compte-là, on puisera de l'argent pour résoudre le problème de l'eau, pour aider les agriculteurs à bien faire leur travail et bien sûr à créer un minimum de développement en plus. C'est notre façon à nous de contribuer au développement de notre cher Presque un an après, est-ce que justement cette diaspora est mobilisée autour de cette idée? Disons qu'il y a eu des incompréhensions, mais quand même, on est en train de travailler là-dessus parce que d'aucuns ont pu penser que c'est une action politique, mais ils sont en train de devenir de meilleurs sentiments. Nous avons besoin plutôt de communiquer parce que l'idée de Diafaso, c'est d'aider le Burkina Faso. Et
aider le Burkina Faso sans parti pris, parce que nous ne sommes pas des politiciens. Nous ne faisons pas de la politique. D'ailleurs, l'article 4 du statut de Diafaso, et j'invite tout le monde d'aller voir sur le site de Diafaso, diafaso.org, vous avez notre statut et notre règlement intérieur. Je peux vous dire que si vous lisez ces deux instruments-là, qui sont la base d'une association, vous comprendrez bien la bonne volonté et la bonté de l'association, c'est-à-dire penser exclusivement au développement du Burkina Faso d'aujourd'hui et de demain, et il n'y a pas d'autre fin que cela. La diaspora, dans un moment aussi difficile, peut penser pour telle ou telle activité politique, mais nous ne faisons pas de la politique, et je peux vous dire, moi personnellement, je suis apolitique. Je n'ai pas de parti politique, ni en Europe, où je pouvais être candidat actuellement pour un poste de parlementaire européen, ni au Burkina Faso, parce que j'ai pensé qu'on peut contribuer aussi au développement de mon pays sans faire partie de la politique. Et c'est ce que j'ai choisi. Et ceux de Diafaso ont choisi cela aussi. Mais ça ne veut pas dire que si tu fais de la politique, on ne peut pas empêcher 10 000 personnes, c'est-à-dire 10 millions de personnes, pardon, c'est-à-dire les Burkinabés de la diaspora, quand on est estimé, parce qu'en Côte d'Ivoire, juste à côté, on a plus de 4 millions, on ne peut pas les empêcher de faire de la politique. Mais au sein de Diafaso, on ne fait pas de politique, et nous, nos actions ne sont pas aussi décidées de façon... Diafaso, on développe. Voilà. Dans Diafaso, on a un fonds qu'on demande à tout le monde de contribuer. La diaspora d'abord, les Burkinabés aussi qui sont à l'intérieur, puisque le compte est à Ouaga, à travers Orange Money à l'intérieur, on peut contribuer. On ne dit pas que seulement c'est à l'apanage des Burkinabés de l'extérieur, parce que nous, on est 10 millions, on est presque 20 millions au Burkina Faso. Si chacun de nous met 1 000 francs par an, ça fait 30 milliards. Avec 30 milliards, en 10 ans, on a 300 milliards. Vous pensez qu'on ne va pas résoudre nos problèmes nous-mêmes? Parce qu'avec la mendicité, personne ne s'est développé dans ce monde. Et presque un an après, combien avez-vous pu collecter? Alors, on a collecté peu par rapport à nos attentes, mais bien sûr, parce qu'on a encore communiqué, on est autour de sommes connectées, on a collecté à peu près 3 millions pour le moment, mais bien sûr, certains pays n'ont pas encore versé. Je vous dis collecter ce qu'on a dans le compte, parce que en tant que trésorier, je regarde ce qu'on a dans le compte. Mais de ça et là, il y a des pays qui ont déjà collecté, qui ont l'argent et qui attendent de verser. Par exemple, le Sénégal, jusqu'à hier, ils ont de l'argent au Sénégal qui doivent encore verser dans le compte bancaire. Le Mali également, ils ont déjà collecté, ils doivent verser dans le compte bancaire. Il y a beaucoup d'autres pays qui sont en train de collecter à travers des associations, puisque nous intervenons à tous les niveaux. Nous voulons parler avec des associations, des privés, des délégués au CSBE, qui sont le conseil burkinabé, des Burkinabés de l'extérieur, qu'il y a des personnalités, il y a des relais qui sont appelés délégués au CSBE dans toutes les communautés burkinabées dans le monde, et nous passons l'information à tout le monde d'abord, parce que quand même c'est en novembre, donc on n'a même pas encore 6 mois, on a été constitué le 17 novembre passé, donc on n'a pas encore 6 mois d'existence. Donc d'ailleurs, notre objectif actuel, c'est communiquer, faire passer le message, qu'on sache que le Diafaso a besoin de tout le monde, Diafaso a besoin de tous les Burkinabés, que ce soit de l'extérieur, d'abord parce que nous sommes de la diaspora, que aussi ceux de l'intérieur, une façon simple et transparente de former et de transformer notre société sans pour autant se déclarer ceux qui sont venus sauver ou faire quoi que ce soit, parce que nous sommes des Burkinabés conscients que si nous voulons développer le Burkina, nous devons nous retroucher les manches. Il faut commencer à agir. Voilà. Est-ce que ce n'est pas le soupçon politique, parce que certains pourraient penser que cette mobilisation de fonds, c'est pour soutenir le programme présidentiel. Est-ce que ce n'est pas ça qui fait qu'il y a des difficultés jusqu'à présent pour engager tout le monde? Je ne le vois pas encore sur cet aspect-là, parce que nous ne faisons pas de la politique. Et je vous ai dit, si vous regardez notre programme, vous comprendrez que nous ne faisons pas de la politique. J'invite les gens à lire les documents de Diafaso, de lire le statut et le règlement intérieur de Diafaso. Ils comprendront combien on est impliqué dans ça. Et je peux vous dire que nous, notre façon de développer, et vous voyez, et les textes sont écrits en gras et soulignés partout, vu que je suis un de ces membres qui ont contribué à l'écriture des textes, là, tout où vous voyez développement, c'est développement durable. Développement durable, ça veut dire, nous, qu'est-ce que nous sommes en train de faire? Nous sommes en train de faire un champ de baobab. Ça veut dire beaucoup en Afrique, quand on fait un champ de baobab.
Parce que celui qui prend le baobab, il n'est pas sûr de recueillir les fruits. Nous, ce que nous voulons faire, ça va au-delà de nos personnes. Donc vous pensez que l'action politique est souvent liée à des échéances électorales, on peut se mettre à faire cela? Parce que nous ne pensons pas que nos actions soient des actions à attribuer à la politique. Si la politique va dans la même direction, ce n'est pas une mauvaise chose en soi, parce que toujours c'est le Burkina qui gagne. Nous n'avons rien contre la politique, mais nous ne faisons pas de la politique, et nos actions aussi ne sont pas guidées par la politique. S'il y a des pensées de ce côté, bien sûr, nous ne pouvons pas aller changer les cerveaux des gens. On ne peut pas aller changer les idées préconçues des gens, mais nous pouvons continuer dans notre action. Le peu que nous allons cueillir, nous allons faire des actions concrètes, et nous disons toujours le développement durable. Et si vous allez voir nos textes, vous voyez le mot développement, le mot qui suit, c'est durable. Parce que nous voulons faire des choses qui restent, qui vont au-delà de notre temps. Est-ce que vous comprenez? Si nous allons attribuer un forage à une entreprise de faire ce forage-là, il doit bien le faire parce que nous allons choisir éventuellement l'entreprise ou l'entrepreneur vient de ce village-là, il a fait un fourrage dans la cour paternelle où on va enlever l'eau, nous on va lui donner ce qu'il faut, il va le faire au milieu du village, mais il va bien le faire parce que ça ne sera pas des choses que le vent passe après, il ramasse, il s'en va et qu'on va crier. Donc c'est de la conscience, c'est une prise de conscience qui part de notre profonde volonté de changer le Burkina, pas seulement d'aujourd'hui, de demain. Cette action de Diafaso, je peux vous dire que beaucoup d'autres diasporas africaines sont en train de nous demander des informations pour faire la même chose. Parce qu'ils sont convaincus que c'est une façon efficace de contribuer et de ne pas faire des proclamations. Nous ne faisons pas de proclamations. Nous voulons que nos actes aillent au-delà de nous-mêmes. La parole. Il ne faut pas parler, il faut agir. Et là, vous agissez. C'est concret, là. C'est ce que nous voulons faire. Et donc, l'appel, c'est que la mobilisation des fonds continue, justement. Que la mobilisation des fonds continue, que tous les Burkinabés se sentent concernés par cette chose-là, qu'il n'y a pas d'amalgame entre les actions politiques et les actions de Diafaso, parce que Diafaso, ce n'est pas un parti politique. Diafaso, c'est une association des Burkinabés de la diaspora qui contient tous les Burkinabés de la diaspora comme association, mais le FSD, le Fonds de soutien de la diaspora, c'est pour tous les Burkinabés. Je vais dire même non des Burkinabés, parce que j'ai eu des amis qui ont appris de ce projet-là, ils ont donné de l'argent dans les mettre dedans. J'ai eu des amis sénégalais, j'ai eu des amis occidentaux qui ont dit, tiens, quelle belle idée que vous avez, je te donne 20 €. Ils ne sont pas Burkinabés. Voilà, donc pour nous, ce n'est pas une question de vouloir faire de la politique, mais c'est une façon de prendre notre destin en main. Parce que le développement de l'Afrique passe par la volonté des Africains. Voilà, pas une façon de faire de la politique, mais la politique, justement, pour 2020, vous êtes concerné au niveau de la diaspora, le vote de la diaspora. Vous y croyez toujours? Alors, moi, je vais vous dire une chose. Personnellement, et vu que vous parlez de Madi Sakandé dans ce cas, ne s'est jamais intéressé à la politique. Et tout simplement parce que j'ai une autre vision. Tout simplement parce que je pense qu'on peut contribuer, c'est ma vision, au développement d'un pays sans pour autant faire forcément de la politique. Vous allez voter en 2020? Si l'occasion m'est donnée, c'est mon devoir civique, donc je le ferai. Mais je n'en fais pas ma raison d'être. On peut vivre sans voter, parce qu'on a vécu pendant des années sans voter. Si ce devoir civique-là m'est permis, je voterai. Autrement dit, je vote aussi pour l'Italie, mais si, je vous dis, cela permet à changer quelque chose. Ça ne changera rien à la vie de l'immigré que je suis, que je vote ou que je ne vote pas. Mais par contre, si je fais des actions concrètes... Sûrement que des candidats viendront avec des politiques en direction de la diaspora, ça peut vous intéresser. Moi, je vous dis personnellement, je ne suis impliqué en aucune action politique. Et si je dois aller voter, dans le vote, il y a 3 possibilités de vote, hein, n'est-ce pas? Voilà, donc je peux toujours choisir une option, pensant... Le vote blanc ou bulletin nul? Je ferai autant opportun, parce que c'est ça aussi la démocratie, n'est-ce pas? Voilà. D'accord. Nous sommes en fin d'émission. Hein. Vous allez nous dire ce que vous pensez des hommes politiques burkinabés. Si je vous dis que je ne fais pas la politique, monsieur, vous voulez que je parle de la politique? Moi, je n'ai jamais eu à penser des hommes politiques, en fait. Parce que je sais que même en faisant pas de la politique, la nature humaine fait que
tu es déjà impliqué socialement, la vie sociale, tu es déjà impliqué d'une façon ou d'une autre dans la politique. Vous avez dit à demi-démission que je suis très actif. Je suis très actif, c'est ma façon comme ça de faire de la politique, c'est ma façon de contribuer sans pour autant faire partie d'un parti. Donc je n'ai jamais eu ce temps-là, vous voyez, dans mes multifonctions, de m'asseoir et de regarder tel ou tel parti politique ou tel homme politique pour le juger par rapport à ce qu'il est. Si c'est tous des gens qui viennent du bien du Burkina Faso, eh bien, travaillons tous ensemble pour le bien du Burkina Faso. Moi, vous faites donc la politique autrement. Voilà. Qu'est-ce que vous pensez de la jeunesse burkinabé? Je pense que c'est une jeunesse, comme toutes les jeunesses africaines, qui a besoin de repères. Je pense que c'est une jeunesse qui a besoin de prendre son destin en main, de ne pas croiser les bras, de ne pas, parce que c'est une masse, je veux dire, à activer pour le développement de l'Afrique. Parce que mon cœur saigne quand je vois encore des Africains courir à aller vers l'extérieur. Je vis à l'extérieur, malheureusement moi aussi, qui courent vers l'extérieur dans des moments où on a plus d'opportunités chez nous, parce qu'on a tout à faire. Dans tous les horizons où nous allons, tout a déjà été fait. Donc nous sommes de plus là-bas maintenant. Donc nous pouvons construire chez nous. Nous avons juste besoin de croire en nous-mêmes. Et je fais un appel aux jeunes, croyez en vous-même, entreprenez. Parce que dans aucun pays au monde, c'est l'État qui a créé l'économie. L'Italie, c'est un pays qui est tenu par les petites et moyennes entreprises. Les petites et moyennes entreprises, ce sont des entreprises individuelles de familles qui ont le tissu économique d'un pays. Nous attendons que tout vienne de l'État. L'État ne peut pas résoudre tous les problèmes d'un pays. L'État fait une partie et la conscience aussi de ce peuple-là de faire quelque chose. Vous prenez un pays en Afrique ici qu'on a vu il y a 20 ans de cela, il s'est haché, le Rwanda. C'est le pays de référence numéro 1 en Afrique actuellement. Tout simplement parce qu'il y a une prise de conscience qu'il ne peut y avoir de développement tant que le peuple lui-même ne prend pas son destin en main. On a un peuple jeune. Le Burkina Faso est constitué de plus de 60% de moins de 25 ans. Donc ça veut dire que c'est une force vive que si elle est bien orientée, elle peut être utile. Elle doit d'ailleurs être bien orientée et elle doit être utile pour elle-même comme génération et aussi pour les générations à venir. On aime bien dire, ah, c'est vrai, 200 ans, ça fait 400 ans qu'on nous exploite. Qu'est-ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui pour que nos arrière-petits-enfants ne viennent pas ajouter autour de 200 ans à nos 400 ans d'aujourd'hui pour dire que ça fait 600 ans qu'on nous exploite? Je ne aimerais pas faire partie de cette génération-là. Il faut agir. Il faut agir. Agir. Voilà. Pour terminer, la diplomatie burkinabé? Vous me posez encore une question qui m'est un peu difficile de donner une réponse parce que ça ne fait pas des choses justement que j'ai compétence, ça ne fait pas quelque chose sur lequel je suis en train d'écrire des choses, mais je pu voir quand même qu'il y a des mouvements tout autour de Burkina Faso, il y a des mouvements d'intérêt par rapport au peuple burkinabé, aux opportunités que le Burkina offre dans l'échiquier international. Donc je pense que peut-être il y a un travail au-delà de l'attraction des matières premières du Burkina Faso. Merci d'être passé dans le fauteuil blanc ce soir. Merci à vous, M. Guébré, merci à BF1 pour cette invitation. Voilà. Ça sera donc tout pour ce numéro de Surface de Vérité. Dans le fauteuil blanc, il y avait Madi Sakandé, Italo-Burkinabé, membre fondateur de l'Association des Burkinabés de la diaspora Diafaso, manager général et membre fondateur de la Nicole System, une entreprise spécialisée dans le froid. Merci de nous avoir suivis. Excellent suite de programme sur notre chaîne. Bonsoir.